Madame, Monsieur, bonsoir. La violence dans les stades de football revient au premier plan. Le gouvernement annonce une série de mesures et chez nos voisins britanniques, consternation après les incidents d'hier soir au cours d'une rencontre amicale entre l'Irlande et l'Angleterre. En France, 330 millions de francs d'aide aux pêcheurs. Nous entendrons leur réaction en Bretagne. Les dernières manifestations d'étudiants, ils étaient 30 000 aujourd'hui à travers la France. La politique et la première réunion électorale du candidat Édouard Balladur à Nogent-sur-Marne, tandis que plane l'incertitude d'une candidature de Raymond Barre ou Valéry Giscard d'Estaing. Invité de notre journal ce soir, François Léotard. Bonsoir. Bonsoir. Également sur ce plateau, Brigitte Bardot. Les associations de défense des animaux sont toutes mobilisées à quelques jours d'un Conseil des ministres européens à Bruxelles particulièrement important pour établir des mesures sur le transport du bétail à travers l'Europe. Nous en parlerons avec Brigitte Bardot à la fin de ce journal. La Grande-Bretagne, une nouvelle fois hantée par ses vieux démons et la folie de certains supporters de football. La première rencontre amicale disputée depuis un an par l'équipe d'Angleterre a été marquée par de très violents incidents, une victime, des blessés, des arrestations, des incidents d'autant plus graves qu'ils revêtent une connotation politique. Ce match amical avait lieu en Irlande. À Londres, Bernard Lebrun. Ces messieurs un peu embarrassés, ce sont les dirigeants du foot anglais. Face à l'Alaï, ils pensent encore pouvoir calmer le jeu et sauver la réputation internationale de leur fédération. Dans l'urgence absolue, ils se sont réunis cet après-midi pour jurer et promettre qu'ils sont encore capables de faire régner le calme sur leur stade et donc de recevoir ici, en 1996, le championnat d'Europe des nations. Que ne l'ont-ils fait pour cette rencontre amicale en Irlande? 25 supporters irlandais hospitalisés, 6 Anglais arrêtés. Que s'est-il passé? 22e minute, l'Irlande ouvre la marque, les plus antisportifs des supporters anglais se déchaînent. Ils étaient venus pour cela, le prétexte est tout trouvé. L'arbitre hollandais débordé siffle la fin de cette rencontre, annoncée comme amicale. Au lieu de cela, le cauchemar du hooliganisme défile à nouveau sur les écrans. Démence, violence, crâne rasé, salut fasciste, tout y passe, y compris la politique, le sentiment séculaire anti-irlandais, la dénonciation des pourparlers avec l'IRA, certains hooligans reprenant même les slogans unionistes de Belfast. No surrender, on ne se rendra pas, sous-entendu, aux catholiques irlandais. Mais qui sont-ils ces aboyeurs de stade? Des supporters ou des militants extrémistes? Ce sont les militants politiques, ils n'ont rien à voir avec le football. Pour eux, comme j'ai dit il y a 10 ans et plusieurs fois depuis, pour eux, les stades de football sont les champs de bataille désignés à l'avance. Pour un premier match à l'étranger depuis plus d'un an, par la faute d'une toute petite minorité, l'Angleterre a décroché ce matin une condamnation unanime. La honte du foot, des voyous, l'égout, la disgrâce. Avec pour finir cette analyse, cette vision du supporter anglais, signé le Sun. Des raisons idéologiques, des facteurs sociologiques bien sûr, mais il est aussi une tradition britannique dont il faut parler. Les hectolitres de bière qui sont consommés par les supporters avant le match, pendant le match et après le match. L'alcoolisme est aussi l'un des facteurs du hooliganisme. Et l'Angleterre doit organiser l'année prochaine le championnat d'Europe des nations. Pour l'instant, la Fédération internationale a décidé de ne pas lui retirer la compétition. En France, la mort d'un supporter en région parisienne avait provoqué il y a une dizaine de jours, vous vous en souvenez, une grande émotion. Le gouvernement tente de réagir en annonçant une série de mesures axées sur la prévention. Un pari difficile. Jean-René Godard. La première mesure s'adressera à des bénéficiaires du RMI, le revenu minimum d'insertion. Ils pourront, après une formation spécifique, encadrer et aider les bénévoles pour l'accueil des jeunes, la gestion administrative. Madame Alliot-Marie, ministre des Sports, souhaite également soutenir les clubs au niveau des équipements et de leur remise en état. Souvent, faute de moyens financiers, les installations se détériorent et ne sont pas réparées. Troisième mesure, l'environnement des clubs, qu'ils soient petits ou grands, avec la formation d'animateurs qui seront répartis dans les quartiers difficiles, la mise en place de clubs de supporters et de réseaux d'accompagnement des enfants. Il reste la sécurité avant et pendant les matchs. Les calendriers seront communiqués aux forces de l'ordre, des rondes seront organisées autour des stades. Dans chaque département, une cellule rendra compte au ministre de tous les incidents. Les fauteurs de troubles seront systématiquement poursuivis en justice. Une mystérieuse intoxication à Nice. 6 personnes ont dû être hospitalisées après une courte anesthésie dans un cabinet médical de la ville. 3 d'entre elles sont ce soir dans un état jugé grave. Et pourtant, l'examen médical pratiqué est courant et d'habitude sans grand risque. À Nice, Alban Mikosi et Diane Richard. Lundi matin, ils étaient 6 à avoir rendez-vous dans ce cabinet de gastro-entérologie. Tous
pour passer le même examen, une fibroscopie sous anesthésie légère mais générale. En résumé, il s'agit de l'exploration par une caméra miniature des voies digestives pour dépister d'éventuels ulcères. Mais quelques heures après le réveil, les patients ont tous été pris de malaise. C'est lamentable qu'on attende comme ça, qu'ils nous renvoient chez nous avec en rigolant en disant oh c'est psychologique, c'est une petite gastro, sans se poser de questions, et qu'il en plie 6 sans se dire, et quand je lui ai posé la question, il m'a dit oh c'est la première fois que ça arrive, alors c'est la série ce matin. Je veux dire, pour un médecin, ça c'est très grave. Atteints d'insuffisance rénale, ces 6 patients sont toujours hospitalisés au CHU de Nice, mais leur état n'inspire plus d'inquiétude. La question reste donc posée. Que s'est-il passé lundi matin dans ce cabinet? Toutes les victimes ont en commun d'avoir été endormies avec un même anesthésique, le diprivant. Il y a une chose actuellement établie, c'est que le seul point commun qui est entre tous ces patients est qu'ils ont tous été anesthésiés avec un médicament provenant d'un même flacon. Aucun autre incident n'ayant été signalé ailleurs sur ce même produit, il est probable que l'infection ait eu lieu au moment de l'ouverture ou de l'utilisation du flacon. Le parquet de Nice a saisi l'échantillon en question pour des examens complémentaires qui devraient établir les responsabilités. À Nice, à Marseille, à Grenoble, à Paris et dans toutes les grandes villes de France, les dernières manifestations des étudiants et des professeurs de l'enseignement supérieur. Une mobilisation assez faible, au total 30 à 40 000 personnes sur l'ensemble du territoire. C'est vrai qu'après les concessions du gouvernement, beaucoup d'étudiants considèrent que la partie est gagnée. Agnès Varamian et Pascal Doucet-Bon. Même enterré, le rapport Laurent inquiète toujours, et d'abord les lycéens, futurs étudiants. La coordination des IUT n'avait pas appelé à descendre dans la rue. Satisfait des reculs du gouvernement, les IUT préfèrent désormais attendre les nouvelles propositions du ministre. Et sans les étudiants du technique pour manifester leur joie, les défilés de cet après-midi étaient ceux avant tout de la vigilance. Rien n'empêche le gouvernement de ressortir ses projets après la présidentielle, une fois qu'ils auront les mains libres. Donc cette manif-là, c'est pour dire, d'accord, tout ça, ça a été suspendu, mais on sera là, au cas où ça reviendrait. Mais vous n'êtes pas satisfait du retrait du rapport Laurent? Mais pas un retrait! D'abord, c'est même pas un retrait, puis en plus, il n'y a pas que ça comme problème. Il n'y a pas que ça. C'est la goutte qui a fait déborder le vase, mais le vase, il est vachement plein, et plein à craquer. Et si ça continue comme ça, eh bien, vous allez voir. Dans les cortèges, des militants d'extrême gauche déterminés. Sans cible précise, la mobilisation n'a pas été spectaculaire. En province comme à Paris, de nombreux syndicats, lycéens, étudiants, enseignants voulaient montrer leur inquiétude quant à l'avenir de l'université. Ils cachaient mal leur déception. Les étudiants NUT ont accumulé des victoires. Moi, je peux que m'en féliciter. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est gagner pour tout le monde. Très peu de professeurs avaient emboîté le pas à leurs délégués syndicaux. Les organisateurs ont reconnu que le mouvement partait désormais un peu dans tous les sens, mais ont promis de nouvelles actions plus constructives bientôt. C'est pour tenter d'apaiser la colère des marins-pêcheurs cette fois que Jean Puech, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, a annoncé aux professionnels du secteur une nouvelle aide, au total 330 millions de francs, et des mesures comme l'allègement des charges portuaires et l'amélioration de la situation financière des marins-pêcheurs. Ce plan d'aide intervient un an après les violentes manifestations de pêcheurs en région parisienne, mais aussi en Bretagne, où les mesures annoncées cet après-midi ont été accueillies avec attention, mais sans grande illusion, au Guilvinec, Yannick Letranchant et Dominique Bonnet. Sur les quais du Guilvinec, on ne parle que de ça, c'est la préoccupation du jour, la météo. Elle est là, la météo. Juste à la voir, pas la peine de... Est-ce que vous attendez le plan pêche là, avec impatience? Oh non, pour nous c'est dépassé. Ça fait 15 ans qu'on a lâché, alors... Et vous regardez encore ce qui se passe? Ah oui, vous savez bien que du fait qu'on est du pays, il faut s'intéresser à ce qui se passe. Les bateaux sont bien amarrés en attendant des jours meilleurs. Pas d'assemblée générale pour l'instant, l'annonce du nouveau plan pêche n'a pas mobilisé. Un plan qui prévoit un soutien aux armements en difficulté. Sur 370 bateaux, 270 pourront être sauvés par des aides directes et un meilleur étalement des remboursements. Les autres, une bonne centaine, devront disparaître. Enfin, une enveloppe de 10 millions sera débloquée pour secourir les familles les plus endettées. Première réaction. Je pense que la démarche est bonne, mais qu'on manque beaucoup d'éclaircissements, de précision pour le moment. Les points positifs, c'est surtout les aides qui vont être apportées aux bateaux en difficulté, qui représentent quand même pas mal de navires. Ce qu'on espère, c'est que ça ira quand même assez vite, vu l'ampleur que ça prend tous les mois, ça va vite, quoi.
330 millions de francs au total, dont 180 à la charge de l'État. Un nouveau plan pêche, un peu attendu, pas très redouté et plutôt accueilli avec fatalisme. Les marins pêcheurs n'attendent plus qu'une chose, que la météo s'améliore pour reprendre la mer et travailler. Et c'est dans ce contexte que survient la mauvaise nouvelle du jour pour notre monnaie. Le franc est à son plus bas niveau depuis 15 mois face aux marques, la monnaie allemande, un accès de faiblesse qui mérite explication. Françoise Laborde, notre monnaie serait-elle sujette aux fluctuations de la situation politique française? Oui, et puis aussi et surtout, je dirais, aux situations internationales. C'est en effet le plus grave avec la crise du dollar, minée par la faillite mexicaine qui a fait craindre un krach monétaire international. Aujourd'hui, le dollar est soumis à la folie spéculative et il s'est effondré sur tous les marchés financiers, entraînant dans sa chute la plupart des monnaies européennes, sauf bien sûr le tout-puissant Deutschmark qui joue son rôle de valeur refuge et atteint des sommets historiques face aux autres monnaies européennes comme la lire italienne, la livre sterling ou la couronne danoise. Deuxième raison, il y a aussi évidemment la situation politique en France. Outre l'échéance présidentielle qui inquiète toujours les marchés, il y a aussi des incertitudes sur l'endettement de la France, ce qui empoisonne le franc et pourrait amener la Banque de France à augmenter ses taux d'intérêt. Mais là encore, c'est une décision difficile, éminemment politique, en raison de ses conséquences sur l'économie du pays, mais aussi en raison de ses répercussions sur le débat électoral. La valeur, la parité du franc pourrait devenir aussi un thème de campagne. Merci Françoise. D'argent, il a été beaucoup question aujourd'hui à Lyon, au procès Botton, une ambiance de tribunal de commerce pour l'examen des finances des sociétés que rachetait Pierre Botton. Face aux factures gonflées, aux travaux fictifs, l'homme d'affaires plaide la bonne foi et l'incompétence. À Lyon, Dominique Verdeillan et Alain Dubas. Procès public, mais accès interdit. Eux sont intéressés par une autre affaire où il est question d'insoumission. Rien à voir avec l'affaire Botton, rien à voir avec les fausses factures, les abus de biens sociaux. Pierre Botton, mais aussi Charles Giscard d'Estaing, ont à répondre de prélèvements frauduleux. Ainsi, Botton est accusé d'avoir détourné 33 millions dans 16 sociétés différentes. Aussi, a-t-il amputé 5 millions de francs à la société Boisson, spécialisée dans l'aménagement des pharmacies. Nous n'avions aucune volonté délictueuse, affirme Pierre Botton. Faux, réplique la partie civile. Il a inventé un système, peut-être croyait-il dans l'impunité de l'époque, grâce à ses relations politiques. Ça, c'est éventuellement un élément d'atténuation de sa responsabilité, que jamais on le prendrait. Mais il a organisé à l'aide de fausses factures, à l'aide de factures fictives, le cambriolage des sociétés. C'est peut-être l'un des grands cambrioleurs du XXe siècle de société. Face au rapport implacable des experts, Pierre Botton répond invariablement « J'avais perdu la raison, je croyais à l'investissement dans la communication ». Hier, en évoquant les comptes de la vie claire, Pierre Botton déclarait « Je sais ce qu'est le pillage d'une société ». Allusion à peine voilée à Bernard Tapie. Seulement aujourd'hui, la justice s'est penchée sur les comptes de Pierre Botton. L'actualité internationale, maintenant, elle nous ramène en Algérie. Il ne se passe plus une journée sans qu'une personnalité soit assassinée. Il s'appelait Rachid, c'était un nom de scène. Il était l'un des plus populaires chanteurs de raï, notamment parmi les jeunes. Rachid a été assassiné hier soir à Oran. Les islamistes avaient annoncé l'intensification de leurs opérations pendant le ramadan. Et puis l'écrivain Rachid Mimouni a été inhumé, lui, dans sa ville natale de Boudouaou, à une quarantaine de kilomètres d'Alger. Rachid Mimouni est décédé dans un hôpital parisien des suites d'une hépatite aiguë en début de semaine. Il vivait au Maroc, il avait fui les menaces islamistes. Le magazine Envoyé spécial lui rendra un hommage ce soir en rediffusant un reportage de Françoise Joly. Une journée également très tendue à Hébron en Cisjordanie. Il y a un an, jour pour jour, un extrémiste juif avait assassiné 29 musulmans au moment de la prière avant d'être abattu. Plusieurs centaines de colons ont tenu à célébrer sa mémoire aujourd'hui. Une cérémonie aux accents provocateurs. Sur place, Philippe Rochaud. Son geste a fait de lui un héros chez les colons de Kiryat Arba. Ici repose l'homme qui a tué 29 musulmans en prière au caveau des patriarches d'Hébron. Sa tombe est devenue un véritable lieu de pèlerinage. Il est interdit de faire l'apologie de ce meurtre, mais les photos de Baruch Goldstein se vendent bien, de même que les affiches représentant le minaret de Hébron, brisé par son geste meurtrier, qui ici n'est pas condamné. Beaucoup de gens ont été choqués par cela, alors qu'ils viennent en Israël et qui voient comment ça se passe, comment on vit. Il était médecin, c'était un grand, il sauvait des juifs et des arabes dans la région. D'autres justifient le geste de Baruch Goldstein en invoquant les pogroms de 29 où 62 juifs d'Hébron ont été massacrés.
Et s'il n'était que quelques centaines autour de sa tombe pour le Kaddish, la prière des morts, c'est que l'armée israélienne avait bouclé la région afin d'empêcher que des extrémistes ne viennent grossir les rangs de ses fidèles. Au caveau des patriarches, juifs et musulmans prient aujourd'hui séparément et les colons n'ont plus le droit d'y pénétrer en armes. Mais un an après, Hébron reste traumatisé par ce massacre. Pour que 400 colons puissent continuer de vivre au cœur de la ville, l'armée a dû déployer un dispositif de sécurité qui n'a fait qu'accentuer la colère des habitants. Les commerçants ont fait grève et la période du Ramadan rend la situation explosive. Goldstein est peut-être mort, mais le système Goldstein est vivant et se porte bien. Les habitants de Hébron considèrent que cet hommage à Goldstein est une provocation. Les islamistes du Hamas ont demandé à la population de stocker des vivres. Ils préparent en effet de nouveaux attentats et redoutent de voir l'armée israélienne bloquer l'approvisionnement de la ville en représailles. À Moscou, Boris Yeltsin est apparu plutôt en forme aux observateurs qui guettent le moindre signe de faiblesse du président russe. Dans son discours annuel au Kremlin, Yeltsin a justifié les dizaines de milliers de morts de la guerre en Tchétchénie, mais il a aussi violemment désavoué l'attitude de son armée. Correspondance de Dominique Derda. L'armée vient d'en prendre pour son grade, mais le ministre de la Défense sourit. Pavel Grachev a sauvé sa tête, Yeltsin ne l'a pas lâché. L'armée est bien vivante, elle accomplit les missions qu'on lui donne. Bien ou mal, c'est une autre question. Mais elle fait ce qu'on lui dit de faire. Elle assure la sécurité du pays, alors à quoi bon la critiquer? À quoi bon en effet se mettre à dos une armée déjà divisée et profondément traumatisée par la guerre en Tchétchénie? Yeltsin l'a bien compris. S'il reproche aux généraux un manque évident de coordination et de préparation, il défend l'honneur de ses soldats. Ce ne sont pas eux qui tirent dans le dos des femmes et des enfants. Ce ne sont pas eux qui les utilisent comme boucliers humains. Ce ne sont pas eux qui installent leurs canons dans les quartiers d'habitation en se cachant derrière les écoles et les hôpitaux. Après 9 semaines de guerre et des milliers de morts, Boris Yeltsin n'exprime ni regret ni doute. Oui, dit-il, l'intervention en Tchétchénie était justifiée. On aurait même dû le faire plus tôt pour vaincre, ce qu'il appelle toujours, la dictature criminelle de Doudaïev. La guerre s'éternise, et chaque jour qui passe, elle compromet un peu plus le cours des réformes et l'avenir de la Russie. Notre patrie est digne d'un destin heureux, et elle saura en trouver le chemin. Les applaudissements ne sont que politesse. Il ne suffit plus, pour convaincre, des rituelles incantations de fin de discours. Et puis, plus de 2 ans après le début de leur intervention en Somalie, les Américains préparent un retrait définitif pour le début du mois de mars. La situation sur place est chaotique, les pillages ont recommencé et pour éviter les risques de dérapage, l'armée américaine utilisera une nouvelle arme, inoffensive mais très efficace. Regardez Laurent Boussier. Envoyer des troupes pour protéger le retrait des casques bleus pakistanais encore présents en Somalie, c'est le dernier avatar de l'opération militaro-humanitaire Restore Hope. La mission de ces Marines américains, arrivée hier à Mogadiscio, est délicate. Au moment où les factions rivales se préparent à reprendre les combats et alors que les pillages ont déjà recommencé, les Américains voudraient bien éviter les erreurs de leur première intervention. Pour cette mission qui relève plus de l'opération de police que de la guerre, les soldats ont donc été équipés d'un matériel particulier qui pour l'instant n'a été utilisé qu'en laboratoire. Ce lance-glu par exemple, destiné à immobiliser un pillard ou à stopper l'avance d'une manifestation. Dès qu'elle entre en contact avec quelque chose, cette patte jaunâtre s'accroche, impossible de s'en séparer. Autre exemple, ce fusil. Il tire de grosses balles en caoutchouc qui déséquilibrent un adversaire sans le blesser. Ou encore ce canon à filet très efficace pour capturer un fuyard. Bref, des armes destinées à éviter les blessés et les morts, au moins jusqu'à la reprise de la guerre civile. La politique française maintenant est un rendez-vous important pour Édouard Balladur en ce moment même, sa première grande réunion électorale à Nogent-sur-Marne près de Paris, au moment où sa cote baisse dans les sondages et où il doit faire face aux attaques conjuguées des partisans de Jacques Chirac et d'une gauche revigorée. À Nogent-sur-Marne, nous rejoignons Jérôme Catala et Emmanuel Beck. Pour ce premier meeting, le camp balladurien s'est rassemblé au grand complet derrière les ministres et les députés UDF-RPR qui soutiennent le Premier ministre. Présente également l'épouse d'Édouard Balladur. Ce soir, l'objectif est de relancer la dynamique de la candidature Balladur et de montrer qu'il peut mobiliser les Français. Pour cela, Charles Pasqua, sans jamais nommer Jacques Chirac, est revenu sur le thème de l'union nécessaire de la majorité. Sommes-nous donc définitivement
irrémédiablement, incurablement, la droite la plus bête du monde. Alors, pour une fois que nous avons un candidat qui a su nous réunir à force de patience et de ténacité, réjouissons-nous, cela nous arrive une fois tous les 25 ans. Et pour François Bayrou, Édouard Balladur est bien le candidat du changement en douceur. Et il y a enfin un dernier risque que la méthode d'Édouard Balladur, que je veux défendre à cette tribune, a choisi de conjurer. C'est le risque de la rupture avec les Français, le risque de la fracture dans une société fragile. En fait, alors que les derniers sondages le placent plutôt à la baisse, Édouard Balladur veut ce soir démontrer qu'au-delà du raisonnable, il est aussi le candidat du mouvement. Jean-Michel Carpentier est en direct avec nous de Nogent-sur-Marne. Jean-Michel, est-ce que ce premier meeting doit être l'occasion pour Édouard Balladur de reprendre l'initiative en quelque sorte? Bah oui, d'ailleurs Édouard Balladur vient de commencer son discours et vous l'avez dit, ce premier meeting est un véritable test pour lui dans un exercice qui ne lui est pas naturel car longtemps le Premier ministre est resté sur l'image d'un homme plutôt lointain des foules ou si vous préférez, on ne voit pas spontanément en lui le tribun qui sommeille. Mais dire cela c'est un petit peu injuste car c'est faire abstraction de la campagne des législatives de 1993 dont il s'était plutôt bien sorti dans les meetings. Mais surtout, Édouard Balladur était tellement favori ces derniers temps qu'on ne voyait pas bien pour lui l'utilité d'une forte campagne sur le terrain. Mais les sondages ont évolué et l'équipe du Premier ministre a pris conscience d'un risque de distance avec les Français. D'où une accélération du rythme de déplacement dans les provinces, d'où également beaucoup plus de meetings que prévu à l'origine. Car pour ne pas être perçu comme un homme déjà au pouvoir depuis longtemps, comme un candidat sortant, eh bien Édouard Balladur doit prendre un nouveau départ, doit prouver qu'il n'a rien à envier à Jacques Chirac ou à Lionel Jospin en matière de campagne électorale. Bref, montrer qu'il a du punch, selon le dernier mot à la mode dans son entourage. Et c'est tout le pari de ces meetings. Le candidat sera jugé sur ses performances de campagne et pas seulement sur son bilan de gouvernement. Merci beaucoup Jean-Michel. Sur notre plateau, invité de la rédaction ce soir, François Léotard, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On a l'impression qu'on est passé en quelques jours finalement d'une douce euphorie à une campagne qui sera dure et compliquée. C'est votre sentiment? J'ai toujours pensé qu'elle serait dure, et je crois que c'est bien. Et j'ai toujours pensé que les sondages qui étaient affichés il y a quelques semaines pour nous, pour Édouard Balladur, étaient un peu élevés, un peu artificiels. Et donc le tassement d'aujourd'hui, nous nous y attendions, moi je m'y attendais, et je crois qu'il est bon, ce tassement. Vous vous attendiez à un tassement d'une telle ampleur? En tout cas, un tassement, oui, d'une telle ampleur, il est variable, vous savez. Oui, selon oui. Je crois qu'il ne faut pas dire les sondages sont intéressants quand ils sont bons et ils n'ont aucun intérêt quand ils sont mauvais. Je m'en méfiais avant, je m'en méfie aujourd'hui. Néanmoins, c'est un indicateur. Ce que je crois, c'est que vous avez d'un côté un candidat socialiste et vous avez de l'autre côté 4 candidats de droite. Et c'est ça le problème. Et 3 d'entre eux tirent sur le 4e. Et c'est ça le problème pour nous. Je crois que si ces 3-là avaient bien voulu considérer que celui qui a la légitimité pour incarner la majorité, celui qui a montré en 2 ans qu'il avait su réunir l'UDF et le RPR, s'ils avaient compris que l'attaquer ne sert à rien si ce n'est à les faire perdre eux-mêmes, s'ils avaient compris ça, nous ne serions pas dans cette situation. C'est-à-dire que vous dites notamment aux partisans de Jacques Chirac, stop, arrêtez, tirez sur le mauvais candidat. Je crois que c'est une grave erreur qui nous ramène à la case départ, c'est-à-dire à 81. C'est à cause de personnes comme ça, c'est-à-dire les entourages, que nous avons perdu en 81. Ils ont détruit littéralement les capacités d'union de la majorité en 1981. Ils recommencent. Alors, il faut leur dire ça suffit. Le peuple français, la majorité, n'acceptera pas ce type de jeu pervers, meurtrier, qui consiste en acceptant d'être battu soi-même, de faire battre l'ensemble de son camp. Alors on leur dit ça suffit, on va se battre, oui, on va le dire. Vous allez vous battre, mais contre qui? Contre les Chiraciens? Vous allez changer d'adversaire? Non, pas du tout. Notre adversaire a toujours été et continue d'être Lionel Jospin, et ce qu'il représente. Un candidat socialiste, encore une fois, qui a toujours été, à nos yeux, difficile à battre. Parce que les socialistes existent en France, ils se défendront, ils se battront, et vous verrez que le score du 2e tour, où ils seront présents, sera un score significatif pour eux. Donc il faut le savoir, et nous avons l'intention de dénoncer ces 14 années, depuis 1981, où la France a perdu du temps. Et ça, M. Jospin a été associé à ces 14 années, nous allons le dénoncer. Ce qui se passe à côté est malheureux, mais ce n'est pas notre affaire directement. Oui, en fait, ceci dit, les critiques, par exemple, de Philippe Séguin contre le travail du gouvernement sont assez claires, assez vigoureuses. Est-ce que vous décidez de les ignorer, de jouer le mépris? On va simplement lui dire, vous avez été président de l'Assemblée nationale pendant 2 ans. Vous avez voté vous-même, M. Séguin, M. Chirac, vos amis, pendant 2 ans, toutes les lois, systématiquement, que ce gouvernement a présentées. Alors d'un seul coup, vous avez une sorte de remords en disant, peut-être on s'est trompé, il ne fallait pas le faire, il ne fallait pas soutenir Édouard Balladur et ce gouvernement. C'est un peu ridicule. Et donc nous allons leur dire, reprenez vos sens, ne jouez pas contre vous-même.
C'est-à-dire ne faites pas en sorte que le bateau tout entier sombre, et puis venez avec nous au deuxième tour, parce qu'on aura besoin de tout le monde. Voilà ce que nous allons dire. Ça, c'est être responsable. Et je ne crois pas qu'il faille jouer un autre jeu qui est extrêmement dangereux, comme dans une équipe de foot, quand on marque contre soi-même. Voilà, c'est tout ce que nous allons dire. Oui. Il ne faut pas non plus accentuer ces divisions. Concernant le programme, le programme présenté par Édouard Balladur a été relativement fraîchement accueilli, que ce soit par les Chiraciens, par les socialistes. Ça n'est pas très étonnant. Mais est-ce que sur la méthode Balladur, vous n'avez pas l'impression qu'il faut apporter un changement? Cette méthode a peut-être apporté ses preuves lorsqu'il parle au nom du gouvernement. Les sondages l'ont prouvé. Mais est-ce que le candidat ne doit pas changer et faire une campagne qui soit plus en mouvement, comme le disait Jean-Michel Carpentier? Je ne crois pas que les sondages prouvent quoi que ce soit. Mais je crois que la période est venue maintenant de faire des propositions précises. Quand il parle de la deuxième chance, quand il parle, je sais de quoi il s'agit, d'une force humanitaire européenne pour sauver des populations en péril. Quand il parle du développement du temps partiel, voilà des propositions concrètes. Il ne s'agit pas de parler de fracture, de rupture, de rêve idéologique. Oui. Il s'agit de choses concrètes qui concernent la vie quotidienne des Français. Français qu'il respecte par sa démarche. Je crois que c'est une démarche qui devrait convenir à cette mais sur le dossier des IUT, par exemple, on avance en reculant d'une certaine manière. Est-ce que c'est une bonne méthode? Oui, je ne pense pas qu'on puisse parler de recul, très franchement. Vous avez eu une décision qui consistait à faire passer des gens qui sont dans un IUT à un IUP. Et ce passage était décidé par un jury. Ça n'a jamais été remis en cause. Il y aurait recul si nous avions dit, cela, on va le remettre en cause, et puis ensuite on revient en arrière. Non, ça n'a jamais été remis en cause. Donc, qu'il y ait des problèmes de communication, nous le savons bien, que quelquefois nous nous exprimions mal, que quelquefois tel ou tel texte soit mal rédigé, c'est évident, dans une société où la communication est importante et où chacun voit son intérêt immédiat. Bon, ça c'est notre faute, c'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Mais ne parlons pas de recul quand il y a simplement quelque chose qui a été en fait un vrai malentendu. Il y a eu, François Léotard, ces derniers jours, une autre polémique, à peine voilée, un différend entre Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur, et Pierre Méhaignerie, le ministre de la Justice, à propos de l'affaire Maréchal Schuller. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a un peu tout confondu? Vous vous sentez plus proche de Pierre Méhaignerie? Je voudrais d'abord rappeler un principe, et c'est très important pour tout le monde. C'est l'autorité judiciaire qui est la garante des libertés individuelles. C'est l'autorité judiciaire. Le deuxième principe, c'est que c'est à la Cour de cassation, qui a été saisie, de dire quel va être désormais le droit dans ce domaine. A-t-on le droit, à un moment donné d'une procédure, soit enquête préliminaire, soit information judiciaire, a-t-on le droit d'écouter quelqu'un pour des raisons que la loi permet? Alors là, il y a une décision, on dit non, vous n'avez pas le droit de le faire dans une enquête préliminaire. Si c'est un juge qui le dit, nous sommes soumis. Charles Pasqua est allé un peu loin. Charles Pasqua est allé un peu loin. Je dis les policiers sont soumis aux juges quand ils sont en situation de police judiciaire. Et je crois qu'il faut respecter l'autorité judiciaire parce que c'est elle qui garantit votre liberté, la mienne, celle de ceux qui nous écoutent. Et je crois que c'est un principe simple. Rappelons-le. Il faut que le Premier ministre s'exprime sur ce dossier. Il n'a pas encore répondu. Comme le lui demandait par exemple le ministre de la Culture. Oui, mais il sera certainement dans une prochaine émission devant vous ou devant les Français amené à répondre là-dessus, j'en suis convaincu. Il sera l'invité de notre journal dimanche soir. Je suis convaincu qu'il vous dira la même chose que ce que je viens de dire, enfin j'espère bien entendu, puisque nous sommes les uns et les autres, lui, vous et moi, soumis à l'autorité judiciaire qui encore une fois protège la liberté des individus, que ce soit il s'agisse de M. Schuller ou de M. Maréchal ou de qui que ce soit. Et c'est cette autorité judiciaire qu'il faut respecter. Un dernier point, François Léotard, il y a encore une incertitude qui plane, celle d'une éventuelle candidature de Valéry Giscard d'Estaing ou de Raymond Barre au nom de l'UDF. Vous la jugez toujours inutile? Je trouve ça attristant. Que ce soit ceux qui ont été les premières victimes de la division de la majorité en 81 et en 88, qui aujourd'hui contribuent à cette division, est quelque chose que je trouve attristant. C'est eux qui ont été les premières victimes. M. Giscard d'Estaing a été battu par la division de la majorité en 80. M. Barre l'a été par la division de la majorité en 88. Vont-ils apporter leur concours à des opérations aujourd'hui de division de la majorité? Vous savez, les choses sont aussi simples que ça. Chaque fois que nous avons été ensemble, nous avons gagné. Chaque fois que nous avons été divisés, nous avons perdu. C'est un message simple. Et je voudrais que les électeurs de la majorité ne se trompent pas. Il y a des votes inutiles, mais il y a maintenant des votes dangereux. Et diviser en 4 les expressions de la majorité, eh bien on n'a plus aucune chance de gagner. Alors il y a un candidat qui est en tête actuellement, qui est crédible, qui a géré le pays depuis 2 ans dans des situations très difficiles, qui s'appelle Édouard Balladur, que l'UDF et le RPR soutiennent, c'est-à-dire ça ne s'était jamais vu depuis 25 ans. Depuis 25 ans, c'était en 69, et qu'on lui fasse confiance, puis qu'on gagne. Qu'on gagne pour une fois, on a assez perdu. Merci beaucoup François Léotard d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose de retourner un instant à Nogent-sur-Marne pour écouter le Premier ministre Édouard Balladur qui vient de commencer son discours. Bien, nous n'avons pas cette phrase. Très bien. Alors nous enchaînons toujours avec la politique. Édouard Balladur est également la cible d'un autre candidat de droite, Philippe de Villiers. Hier, il menait campagne dans l'Allier et il demande sans nuance au Premier ministre de couper le cordon avec les corrompus. Avec Philippe de Villiers dans l'Allier, Carole Caumont et Philippe Turpot. Comment, Hubert?
Bonjour. Tu cherches qui, ta maman? Elle est là, maman Hubert. Elle est où, maman? Philippe de Villiers en campagne dite de proximité. Une journée consacrée hier dans l'Allier à des rencontres avec diverses catégories socio-professionnelles. Et notamment les agriculteurs, particulièrement sensibles aux attaques de l'ancien député de Vendée contre les décisions venues de Bruxelles. L'élevage et l'agriculture, mais aussi tous les problèmes rencontrés par le monde rural. Si vous laissez fermer l'école, la vie s'en va. Ah ben c'est sûr. Une succession de dialogues sans oublier pour autant le débat national et la campagne présidentielle. L'occasion pour le candidat de la lutte contre la corruption de reprendre son credo et de s'en prendre une nouvelle fois à Édouard Balladur. Il n'est pas pensable que des candidats continuent à accepter des soutiens de personnalités qui sont mises en examen. Des attaques et une nouveauté. Philippe de Villiers le laisse désormais clairement entendre. Il laissera ses électeurs libres de leur choix pour le second tour. Si ma tête vous revient, votez pour moi au premier tour, sinon vous choisissez un autre candidat. Pour le reste, au deuxième tour, vous ferez comme vous le sentez. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui serait propriétaire de ses voix? Pas de consigne de vote pour le second tour donc, d'autant que Philippe de Villiers reste persuadé que le problème ne se posera pas. Toujours porté par le souvenir du score réalisé sur son nom aux européennes, il espère bien créer lui-même une nouvelle surprise au soir du premier tour. Voilà, je vous propose de retourner pratiquement en direct à Nogent-sur-Marne. Le candidat Édouard Balladur est en train de prononcer son discours et il vient de se présenter comme le candidat qui ne sera pas le candidat de la continuité. Écoutez. Contrairement à ce qu'on voudrait faire croire parfois, où l'on me présente comme étant en quelque sorte le candidat de la continuité, je voudrais que les choses soient bien claires, mes chers amis. Je ne suis pas le dernier Premier ministre socialiste de ces deux septennats. Je ne suis pas non plus le responsable de la situation de la France en 1993. Nous l'avons trouvée telle qu'elle était. Elle n'était pas de notre fait. En somme, qu'on ne s'y trompe pas. À bon entendeur, salut. Je ne suis pas le candidat du pouvoir sortant et finissant. Je veux être celui de l'avenir. François Léotard, un dernier mot. Quel est le rôle? La campagne est désormais clairement lancée. Quel est le rôle que vous allez y jouer? D'explication, de conviction, d'entraînement. J'ai l'intention de sillonner la France, de rencontrer les gens, de les écouter, et notamment les jeunes, c'est vrai qu'ils sont perplexes aujourd'hui, et d'essayer de leur parler un langage de vérité, pas raconter d'histoire, écouter, et essayer de tracer un chemin qui ne soit pas fait de démagogie. Parce que nous allons être ensevelis sous les démagogies et sous les promesses vaines dans les 2 mois qui viennent. Essayer d'écouter, puis tracer un chemin, je pense que c'est ce qu'attendent les Français. Vous savez, la revendication qu'ils ont aujourd'hui, c'est une revendication à la dignité. Et rendre quelqu'un digne, non pas méprisable mais digne, c'est d'abord l'écouter. C'est ce que je vais faire. Merci. À gauche, l'avertissement du mouvement radical de Jean-François Aury au Parti socialiste. Le dialogue est difficile. Lionel Jospin aurait refusé une rencontre publique avec les radicaux, ce qui relance l'hypothèse d'une candidature de Jean-François Aury. Les socialistes en pleine effervescence, Lionel Jospin met au point son équipe de campagne. On connaît déjà quelques noms, mais tout n'est pas arrêté. Le quartier général du candidat Jospin est lui toujours en travaux. Guylaine Chenu, Michel Levasseur. L'essentiel est déjà là, c'est un début. Encore quelques travaux, quelques coups de peinture pour finir de transformer cette ancienne boutique de mode en local de campagne. En haut et au centre de ces 1000 m², le futur bureau du candidat Lionel Jospin. Tout autour, ceux de ses conseillers. L'emménagement est prévu pour le début de semaine prochaine. Après quelques retards, le dispositif, l'équipe, le slogan, tout devrait être prêt. Nous n'avions pas préparé cette campagne avant, non pas par superstition, mais parce que nous respections le jeu de la démocratie interne. Et donc il a fallu tout préparer, que ce soit les locaux, les équipes, les moyens, nous n'en avions pas. Et on prend plaisir à prendre son temps. Les sondages sont favorables, la droite occupe le terrain, alors rien ne presse. En attendant les nouveaux locaux, c'est dans 30 m² au siège du Parti socialiste que se retrouve une poignée de fidèles. Lionel Jospin, lui, consulte et travaille à son projet qu'il présentera début mars. Dernière touche aussi à son équipe de campagne. Autour de lui, plusieurs porte-paroles, dont Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn. Daniel Vaillant dirigera la campagne, Pierre Moscovici s'occupera des finances et Jacques Delors présidera les comités de soutien.
En tout, une soixantaine de personnes qui prendra ses quartiers dans cet immeuble du 6e arrondissement où résida, c'est un heureux présage, un président. Le Conseil des ministres de l'Union européenne va se pencher en début de semaine prochaine sur un dossier très sensible, le transport des animaux d'abattoir. De nombreuses associations mènent campagne. Nous allons en parler avec Brigitte Bardot, qui est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Votre association milite notamment pour que la durée maximale du transport du bétail soit de 8 heures et pas plus, et que l'on améliore les conditions de ce transport. Certaines images sont éloquentes et très dures. Regardez Philippe Gassot. C'est vrai que rien n'est plus doux qu'un agneau, et ce n'est pas un hasard si le petit prince voulait qu'on lui dessine un mouton. Mais qu'en avons-nous fait? On oublie souvent pour la rentabilité qu'il s'agit d'êtres vivants. Ils vont être abattus, alors pourquoi leur donner à boire ou à manger, ou bien les traiter, tout simplement? Le mufle mouillé d'un petit veau, apeuré, n'inspire que les coups. Le poing fermé, c'est bien un homme qui a frappé. Faut-il être tortionnaire quand on est le plus fort? C'est l'Association pour la protection mondiale des animaux de ferme qui a tourné ces images, en France et en Europe. La législation existe pour protéger les animaux, mais qui s'en soucie? Ce bœuf mettra toute une nuit pour mourir. La rentabilité commande et le manque de sanctions fait le reste. Les exportations de bovins à l'extérieur de la CE sont subventionnées. Le contribuable a le droit de savoir ce qui se passe dans les camions. Il peut même demander des comptes. À qui va-t-on faire croire que tout cela est indispensable? La bestialité est une affaire d'hommes. Il faudrait peu de choses pourtant pour arrêter le massacre. Oui, ces images très difficiles ne sont malheureusement pas l'apanage de la France. Depuis 1 mois et demi, les défenseurs des animaux en Grande-Bretagne mènent une campagne très active. Ils bloquent les camions, ils manifestent chaque jour. Une militante a même été tuée, renversée par un camion au cours d'un de ces rassemblements en Grande-Bretagne. Bernard Lebrun. Au petit matin, dans le froid et sous la pluie, les sœurs Phipps s'apprêtent à intervenir. Jill Labrune, qui sourit, a 31 ans et un enfant. Depuis 2 mois, ces 2 militantes des droits des animaux tentent de stopper les camions façon étudiants chinois, arrêtant les chars. En vain. 3 jours après, Jill a réussi l'impossible au prix de sa vie. Fanatisme? Non. Spirale de la violence et accident. Madame Bardot, qui est venue saluer Jill mardi à Coventry, l'a baptisée la Jeanne d'Arc du veau. C'est en hommage à Jill Phipps. C'était une fille fantastique. Elle a eu beaucoup de courage pour les animaux. Mourir pour des idées, d'accord, mais pour des veaux, n'importe la cause animale à sa martyre, elle était belle, elle était jeune, elle en est morte. 2 mois que ça dure dans la plus grande confusion et paysans et manifestants refusent de discuter. Alors pour une fois, l'Angleterre fait appel à Bruxelles et Strasbourg pour régler le problème. Oui, oui, vous avez bien entendu, à l'Europe. Quel problème? Celui d'un élevage mercantile et hypocrite. Car il faut le savoir, les Britanniques boivent beaucoup de lait, mais ne mangent absolument pas de veau blanc. Alors pourquoi en élever, penserez-vous? 1. Ils sont incontournables, la nature est telle qu'une vache n'a pas de lait si elle n'a pas de veau. 2. Pour les exporter, cela rapporte. Français et Hollandais sont de gros consommateurs. Il faut aussi savoir que l'élevage intensif en batterie est strictement interdit en Angleterre. Alors, les éleveurs britanniques exportent leurs petits veaux à 2 semaines pour les faire grossir à l'étranger avant qu'ils ne soient abattus. Ce que dénoncent les manifestants, les terribles conditions de transport des jeunes animaux vivants vers le continent par avion et camion. Nous n'aurions jamais dû rentrer dans le marché commun et accepter le traité de Rome si nous ne pouvons pas arrêter le commerce des animaux vivants. Réponse favorite des riches éleveurs britanniques réunis ici en congrès, sourire et pragmatisme. Jean Deschamps contre Jean Desvilles, l'affaire est sociétale, comme disent les eurocrates. Dans ce pays, nous sommes seulement 2% d'éleveurs. Et maintenant, nous avons 98% de la population entre nous. Une minorité paysanne qui se dit victime d'actes de sabotage et de terrorisme de la part de ces manifestants qui emploient les méthodes du mouvement Greenpeace. D'autres amis des animaux, beaucoup plus extrémistes, crient vengeance à la mort de Jill Phipps. Jusqu'où iront-ils? Brigitte Bardot, vous avez rencontré hier le ministre de l'Agriculture, M. Jean Puech, pour lui remettre une pétition. Oui, pas une pétition, mais 2 500 000 signatures oui. De gens
qui sont vraiment concernés et révoltés par les images qu'on vient de voir. Comment peut-on accepter, dans un pays qui se veut grand et civilisé, et qui est la France, que l'on puisse encore, à notre époque, transporter les animaux avec de telles brutalités? C'est un barbarisme, on est revenu du temps Moyen-Âge. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu? Par le ministre? Oui. Je pense que lui m'a entendu un peu parce que je me suis un peu révoltée, mais lui, je ne pense pas qu'il comprenne le langage du cœur. C'est un homme tout à fait imperméable à la souffrance animale, et c'est pour ça que je m'adresse particulièrement aux ministres des pays étrangers à la France, aux ministres de l'agriculture de la communauté européenne qui sont étrangers à la France, parce que je sais qu'avec M. Puech, nous n'obtiendrons rien, étant donné que ce monsieur trouve que c'est très bien, et les images que nous avons vues l'ont fait sourire. Oui. Est-ce que vous avez l'impression, on vient de voir que la mobilisation en Grande-Bretagne est spectaculaire, vous avez l'impression que les Français sont mobilisés autour de ce thème, autour de ce problème du transport du bétail? Les Anglais nous ont donné une grande leçon de courage et de détermination, et nous sommes, parce qu'il nous faut toujours un peu de temps à la France pour réagir, on le sait, au point de vue politique comme dans le reste. Maintenant, on reprend le flambeau, parce que je m'en suis un peu occupée, et que nous allons essayer effectivement de faire aboutir ces règles qui devraient être prises au point de vue national déjà. En France, il n'y a pas de limitation de transport. On peut transporter les animaux pendant 60 heures si on le veut, et dans les conditions que vous avez vues. Ils arrivent, ils sont mutilés, morts. Il y a des vaches quelquefois qui mettent bas pendant les transports, ce qui est totalement interdit, et ça, on s'en fiche comme de l'an 40, on les charge quand même. Bon, on arrive à des choses d'une horreur sans nom. Alors, on voit toute la sainte journée des choses horribles, parce que le monde n'est plus qu'une plaie. Mais, il ne faut pas oublier que dans cette plaie, où les hommes, ou les enfants, où l'humanité souffre, les animaux souffrent aussi. Mais pour eux, on peut peut-être changer les conditions de transport, par exemple. Et on ne le fait pas. Pourquoi? Pourquoi la France n'adopte pas, par exemple, ces 8 heures de transport maximum? Alors que M. Puech, hier, veut prendre des compromis avec la communauté européenne, ce que je trouve, bon, très bien. Mais si on ne peut plus aller faire pipi en France sans demander la permission à la communauté européenne, alors où va la France? On entend toujours des grands discours en ce moment en période électorale. Enfin, la France est un pays qui est indépendant quand même. On n'a pas besoin de toujours demander la permission à tout le monde. On peut prendre certaines responsabilités de temps en temps. Vous restez de toute façon avec nous. On va donner, pour être tout à fait neutre et objectif, la parole un instant aux éleveurs. Pour eux, le problème du transport est crucial. On va écouter la réponse qu'ils vous font. Leur argument est avant tout économique. C'est un reportage de notre correspondant en Normandie, Jérôme Laurent. En Bretagne, toutes les liaisons maritimes et aériennes d'exportation animale sont coupées. Les veaux anglais sont désormais débarqués à Cherbourg ou à Dieppe. Pour Henri Davoust, transporteur à Lamballe dans les Côtes-d'Armor, la résolution du Parlement européen de limiter à 8 heures la durée du transport n'arrange pas ses affaires. Comme beaucoup de transporteurs, il pense aujourd'hui que sa profession est menacée. On a réagi assez mal, vu que les transports... rien qu'au niveau national, des fois, c'est beaucoup plus de 8 heures, c'est voire jusqu'à 10, 12 heures, 14 heures de transport. Henri Davoust transporte ses veaux en France et dans plusieurs pays de la CEE. Cela représente 80% de son chiffre d'affaires, des transports régulièrement contrôlés par les services vétérinaires. Aujourd'hui, il craint que le mouvement britannique de défense de la cause animale ne s'exporte en France. Bah oui, j'ai des craintes parce que la semaine dernière, en Belgique, des protestants écologiques ont manifesté, ont empêché un bateau de moutons de vider en provenance d'Angleterre. Aujourd'hui, on voit sur la presse qu'il y a énormément de pétitions contre le transport des animaux et tout ça, alors on se pose énormément de questions. Si la résolution du Parlement européen est adoptée, Henri Davoust ne sera plus en mesure d'honorer toutes ses commandes. Une situation précaire, car à terme, le Parlement préconise l'arrêt total des exportations d'animaux destinés à l'abattage. Vous comprenez tout de même l'argument strictement économique, problème d'emploi qui est développé par les éleveurs? Écoutez, le problème d'emploi, on repart
toujours de ce problème d'emploi. Bon, on ne peut pas éternellement se conduire comme des sauvages sous prétexte que ça donne des emplois aux gens. Bon, il faut quand même qu'il y ait une certaine évolution. On arrive à l'aube du XXIe siècle, l'an 2000, on se conduit comme des barbares. C'est épouvantable de voir ça. À qui ça peut profiter? Bon, même ces éleveurs, bon, qui veulent continuer à faire des transports d'animaux. Mais il faut faire une loi qui ne dépasse pas les 8 heures. Bon, les animaux se stressent. Les animaux stressés produisent des toxines, ils ont peur, ils souffrent. Vous avez qu'à voir comment on les traite, on les tape, c'est horrible, ils ont les pattes cassées, ils ne peuvent pas avancer. Le stress produit des toxines. Et après, les consommateurs, vous tous qui m'écoutez maintenant, vous mangez cette viande, et un jour ou l'autre, vous aurez des réactions à cette viande qui est malsaine. Ces animaux souffrent tellement et sont tellement stressés que, évidemment, toutes les toxines remontent à la surface et leur viande, au moment où on les abat, est une viande qui n'est pas saine du tout. Vous vous êtes rendu il y a 48 heures aux obsèques de cette militante anglaise qui a été tuée, renversée par un camion, et vous avez parlé d'elle comme d'un martyr, d'une Jeanne d'Arc du veau. Est-ce que vous n'y allez pas un peu fort quand même? Elle est là, du reste. Oui. Hein? Non, je n'y vais pas un peu fort, parce que je trouve que cette femme... qui était mère de famille, qui a donné sa vie pour défendre une cause, mérite un immense hommage. Et c'est pour ça que j'ai repris la tête du combat, parce que je trouve que le plus grand hommage qu'on puisse lui rendre, c'est de gagner cette bataille pour laquelle elle a donné sa vie. Et puis quand j'entends tous ces politiques qui nous font des monts et merveilles de promesses, et qu'il n'y en a pas un seul, que ce soit de droite, de gauche ou du milieu, qui parle une fois d'un problème ou d'une amélioration de la condition animale en France, moi je suis scandalisée. Ils ne parlent jamais, jamais, et pourtant, on juge aussi un pays sur la façon dont il traite ses animaux, et si on nous juge là-dessus, eh bien on doit avoir vraiment piètre figure. Merci beaucoup Brigitte Bardot d'avoir accepté notre invitation, et nous verrons donc en début de semaine prochaine ce qui est décidé au Parlement européen à Bruxelles. Merci beaucoup. L'actualité sportive maintenant, avec d'abord une très bonne nouvelle. La première médaille d'or française au championnat du monde de biathlon, épreuve de ski de fond et de tir de précision. Corinne Niogré, qui s'était déjà distinguée aux derniers Jeux Olympiques, a remporté l'épreuve du 15 km en individuel. Elle n'a que 22 ans. Aux derniers Jeux Olympiques de Lillehammer, elle avait obtenu une médaille de bronze par équipe. Déception et inquiétude en revanche à San Diego en Californie. Dans une régate a priori à leur portée, les équipiers de Marc Pajot ont perdu la nuit dernière et chaque défaite coûte désormais 4 points. Laurent-Frédéric Bollet. Décidément, les temps sont durs pour Marc Pajot et dans le clan français, c'est la désillusion qui peu à peu s'installe. Un SPI qui explose, il n'y avait pas besoin de ça. France 3 a joué de malheur et a perdu une régate pour laquelle on envisageait une victoire. Le SPI qui ensuite se déchire et c'est une très mauvaise affaire pour Pajot et les siens, battus au final de 38 secondes par Sydney 95. Face à un adversaire considéré comme prenable, l'échec est donc manifeste et l'on s'interroge une nouvelle fois. Le SPI, c'est une des explications, c'est pas suffisant. Je crois qu'on a peut-être été un petit peu sûr de nous sur le premier prêt, on aurait peut-être pu s'y prendre un tout petit peu différemment quand on était devant lui, mais je vous avoue que je suis un peu secoué. Inquiétante est donc la position de France 3 au début de ce troisième tour. Les Français reculent d'une place et se retrouvent 6e sur 7. Or, on le sait, seuls les 4 premiers vont en demi-finale. Le programme des prochains jours n'est pas plus réjouissant. Les 3 adversaires qui se profilent sont les plus forts et il faut en battre 2 pour que France 3 conserve toutes ses chances au 4e tour. Bref, France 3 a gâché hier un joker et n'a maintenant plus droit à l'erreur, même s'il reste encore 11 régates et 50 points à glaner. Sur le papier, tout est encore possible, mais les chances s'amenuisent. À terre, on tente maintenant d'oublier les déceptions de la mer. Un dernier mot avec le tennis et l'Open de Paris. On a eu très peur hier soir pour Mary Pierce qui s'est finalement imposée de justesse face à une modeste Australienne. En ce moment même, et vous le voyez sur ces images, sa principale rivale, l'Allemande Steffi Graf, est opposée à la petite merveille du tennis mondial, Martina Hingis. Elle n'a que 14 ans. Steffi Graf a remporté la première manche 6-2. Voilà, c'est la fin de cette édition. Après la météo de Sophie Davant, le point en route de Valérie Maurice avec une nouvelle formule pour ceux d'entre vous qui partent en vacances demain. Puis dans quelques minutes, Envoyé spécial, le magazine de la rédaction proposé par Paul Naon et Bernard Méniamine.
Vers 11h moins le quart, Rambo avec Sylvester Stallone. Et le dernier journal présenté par Catherine Sellac vers minuit 15. Demain à 13h, Daniel Bilalian, et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir, merci. Bonsoir.